Rentrée dans une période vraiment de dépression, j'étais complètement éteinte, j'avais perdu ma joie de vivre. J'avais fait un malaise, je tenais plus debout et je suis descendue à 35 kilos. Je dis que je vais mourir parce que j'ai plus de force. Je vivais pour les cours, la bouffe et le sport. La vie, c'est pas que la bouffe et le sport, quoi. Je me suis enfin sentie comprise. Et j'en ai eu marre et je dis fuck, en fait ça me saoule de me prendre la tête. Je voulais retrouver de la dignité. Bonjour à tous et bienvenue sur le Run Success Podcast. Alors aujourd'hui, épisode très particulier, puisqu'on va pas parler de course à pied de manière pure et dure, on va dire. On va aborder un sujet qui est lié de près ou de loin au monde du sport, et pas que d'ailleurs. On va s'adresser aussi aux non-sportifs aujourd'hui. On va parler des troubles du comportement alimentaire. Pour ça, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Lucille, que j'ai rencontrée par l'intermédiaire de deux amis qui sont intervenus sur le podcast, Esteban et Hugo. Salut Lucille, merci d'être présente. Bonjour, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici aussi. Ce que je te propose, c'est de nous raconter un petit peu justement dans ce podcast ton histoire, puisque tu es passé par l'anorexie. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de nous livrer un petit témoignage, pour justement, sensibiliser un petit peu les personnes à ce type de comportement qui est beaucoup plus fréquent qu'on le pense et qui se définit sur beaucoup de formes, en fait. Il y a pas que l'anorexie. Donc là, ce que je te propose, c'est de nous définir un petit peu, au tout d'abord au sens large, qu'est-ce que les troubles du comportement alimentaire? Et après plus particulièrement l'anorexie. Yes, et effectivement, les TCA, ça touche pas mal de personnes. Vous en connaissez sûrement dans votre entourage. Et donc, on pourrait les définir de la sorte. Donc, d'abord, TCA, ça veut dire trouble du comportement alimentaire et ça s'exprime de différentes manières. L'anorexie, ça va être plus la volonté de moins manger, une réduction de l'appétit, etc., une envie de maigrir. On a aussi la boulimie qui est plutôt l'effet inverse. On va manger sans contrôler les quantités et être plus dans une logique d'excès, sans réussir à avoir de comportement compensatoire. C'est-à-dire que si on mange trop, on va pas réussir à tout éliminer en brûlant des calories, etc. Donc, de manière générale, c'est un rapport déséquilibré et qui n'est plus fluide avec l'alimentation. Et donc, comme disait Astérix et Obélix, quand l'appétit va, tout va. Et effectivement, on verra qu'il y a des grosses répercussions sur la santé mentale, le rapport aux autres, etc. Donc, c'est pas que un rapport à la nourriture, c'est bien plus large que ça. Oui, oui, oui. Bah, justement, on a déjà abordé en fait, cette problématique, une première fois avec Esteban sur ce podcast. Donc lui, c'était vraiment dans une optique de performance. Exactement. Donc c'est pour ça que je dis que ça touche les sportifs, beaucoup plus qu'on le croit, mais ça touche aussi les non-sportifs. Donc là, le but, c'est vraiment, ouais, de vous sensibiliser là-dessus et puis surtout de vous faire comprendre qu'il y a certains types de comportements, peut-être on normalise, mais qui ne sont pas normales et que même quand on veut être sportif, même quand on veut performer, ou même quand on veut avoir la ligne, on n'est pas obligé de passer par les extrêmes. On n'est pas obligé de se priver puisque comme tu l'as très bien dit, ça a d'autres conséquences qui peuvent être dramatiques Mhm. sur, le système hormonal, le sommeil, l'irritabilité et j'en passe donc c'est pas à prendre à la légère. Donc là, ce que je te propose, c'est de te représenter un petit peu aux auditeurs et de nous présenter un petit peu ton parcours de vie Mhm. vis-à-vis de l'anorexie. Yes, donc je m'appelle Lucille, j'ai 23 ans et je fais principalement du vélo en ce moment. Je viens de la danse classique. J'ai fait 10 ans de danse classique. Au niveau de mes sports, c'était vraiment ma passion. Je rêvais d'être une princesse et on comprend déjà tout de suite que la danse, ça implique une morphologie assez longéline, fine, ce qui est ma nature. C'est comme ça que mon corps est fondamentalement. Et donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aborder ce sujet puisque comme l'a dit Enzo en introduction, j'ai traversé une période, d'anorexie et de TCA. Ça remonte à 10 ans maintenant puisque c'était au début de ma puberté et donc l'objectif, voilà, c'est qu'on décompose un peu les différentes étapes, les comportements, qu'on banalise et qu'on devrait pas donc voilà, vraiment envie de prendre ce témoignage comme, peut-être, une source d'espoir ou des éléments de compréhension si vous avez des proches à ce niveau-là, donc ça me tient vraiment à cœur. En ce qui concerne, ma jeunesse, j'ai eu la chance de grandir dans une famille, remplie d'amour. Je suis enfant unique, j'ai vraiment manqué de rien. On a toujours cuisiné à la maison, on avait un potager, je prenais vraiment plaisir à cuisiner avec mes parents. Donc voilà, il y avait pas,
de rapports malsains dans la famille, à la nourriture. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai grandi, je suis rentrée dans une logique beaucoup plus, de contrôle, et ça s'est vraiment, dégradé progressivement jusqu'à être hospitalisée pour faire un petit teaser. Et après la pente était très, très longue à remonter, mais aujourd'hui à 23 ans, les TCA c'est fini pour moi. Je suis très contente de cette remontée. J'ai été bien entourée, il y avait beaucoup de volonté de s'en sortir aussi, donc voilà, aujourd'hui j'ai un rapport vraiment sain avec la nourriture, avec le sport et on va détailler tout ça, sur les différentes étapes. Très bien, bah, je te remercie beaucoup pour cette petite introduction. Puis je tiens aussi à te féliciter pour ton parcours, parce que comme tu l'as dit, aujourd'hui, tu es quelqu'un d'épanoui et puis Mmh. ce passage difficile est derrière toi. Mmh. Donc ça, c'est ce qu'il faut souligner déjà en premier lieu. Et là, ce que je te propose, et ben ouais, c'est de revenir un peu, là-dessus de Mmh. manière chronologique. OK. Tout d'abord, faire une petite introspection et puis, essayer de décrypter quel a été selon toi, parce que des fois je pense qu'il y a des mécanismes aussi inconscients, Mmh. mais quel a été selon toi l'élément déclencheur et la première fois que tu t'es dit: «Ah, il y a peut-être un problème, Mmh. au niveau de mon alimentation et de mon comportement vis-à-vis de la nourriture»? Yes, ça a été très long avant de réaliser que je n'allais pas bien, que j'étais malade. Il y a eu beaucoup de déni. Ça, je crois que ça va être vraiment, un mot-clé. Mais effectivement, le début de la descente aux enfers, il a commencé, quand j'ai été réglée. Donc j'avais 13 ans. C'est une phase totalement normale dans la puberté, chez les jeunes filles. C'était, au bon moment. Et donc, avec ça, mon corps a commencé à changer et je rentrais plus, dans un short que je mettais l'année dernière, donc je comprenais pas. Je me dis: «Mais c'est pas possible», alors que fondamentalement, j'étais super fine, mais ça me faisait peur de me dire que je quittais cette période d'enfance qui était tellement heureuse et que je passais, vers une autre période de vie, alors qu'en soi, c'était une continuité, logique et saine. Donc il y avait un peu un refus de grandir et de voir mon corps changer parce que au fond, je me disais que, bah, si je grandissais, j'allais vieillir, mes parents vieillissaient, qu'un jour ils allaient mourir, en fait. Et donc au fond, je me suis dit que si je retrouvais un poids de petite fille, bah, mes parents n'allaient jamais mourir. Donc il y avait vraiment une proximité très, très forte avec l'envie de conserver cette période super précieuse et où on est protégé et cetera de l'enfance. Et l'autre facteur aussi, c'est que donc je suis rentrée en quatrième quand ça a commencé à dégringoler et j'ai une super copine qui a déménagé, donc je me suis retrouvée, toute seule et c'est une période où je me suis vraiment renfermée sur moi-même puisque on m'avait un peu mis la pression que la quatrième, il y avait du challenge et tout et j'ai toujours été, très, très bonne élève. Ça faisait vraiment partie de mon tempérament de travailler, d'être studieuse, d'être, la petite princesse toute fine, qui fait plaisir à tout le monde, qui est bien élevée et cetera. Donc j'avais un peu cette image, à vouloir entretenir et donc je me suis vraiment renfermée socialement et ça a entraîné, de la tristesse et la tristesse a entraîné moins d'appétit. Ça vous est sûrement arrivé d'avoir l'appétit coupé parce que vous étiez triste et cetera. Et donc je suis rentrée dans une période vraiment, de dépression. J'étais complètement éteinte, j'avais perdu ma joie de vivre et donc ça s'est totalement répercuté sur, la nourriture. Aussi, la nourriture, ça a été vraiment un rapport, malsain, progressif puisque dans cette logique de mettre toutes les chances de mon côté, d'être en bonne santé, de conserver ce corps, fin malgré la puberté, j'ai commencé à être beaucoup plus dans le contrôle et dans la sélection des aliments que je mangeais et ça s'est fait progressivement puisqu'au début, je voulais juste, manger moins de gâteaux, manger plus de légumes et cetera et au fur et à mesure que je faisais des recherches, j'étais de plus en plus sélective parce qu'en fait, quand tu commences des recherches sur internet ou dans des livres, tu vois tout et son contraire. Je pense que ça t'est déjà Ah bah, oui, arrivé oui. quand tu as voulu créer un peu de la performance, dire: «OK, qu'est-ce que je dois faire?» Bah, tu entends de tout et de rien et pour une jeune fille de 13 ans, j'étais complètement déboussolée donc je me suis dit: «Bon, le plus simple, c'est de manger que des fruits et des légumes et tout ce qui peut faire grossir donc les lipides, toutes les matières grasses ou les glucides, c'est ciao». Donc vous comprenez que, la balance apport et dépenses, c'est totalement déséquilibré, surtout qu'en parallèle, et ça, je m'en suis rendu compte en reposant la question à mes proches récemment de qu'est-ce qui se rappelait de moi à cette époque? C'est qu'il fallait tout le temps bouger. Le mot d'ordre, c'était
ne pas se reposer, tout le temps être en mouvement pour brûler des calories. Et ça se traduisait par, après manger, on allait faire un tour du quartier avec ma maman pour, faire une balade digestive. Hem, J'allais à l'école à pied, bon ça c'était juste parce que j'étais à 2 kilomètres, c'était pratique, mais à chaque récré, je faisais le plus d'escalier possible, je faisais des tours de récré alors que normalement, à cet âge-là, on est avec les copains, on discute, on écoute de la musique et cetera, on joue quoi. Ouais. Et moi j'ai complètement, mis de côté cette partie jeu et je me suis isolée, les autres pour moi c'était une perte de temps et j'étais dans mon truc quoi. Je voulais que personne me dérange dans cette recherche en fait un peu du corps parfait, de la personne parfaite que je voulais construire. Donc vraiment, je suis devenue vraiment psychorigide sur tous les points de ma vie, sur les gens que je fréquentais, la nourriture, intellectuelle que j'ingurgitais et aussi, alimentaire. Donc il y avait une grosse, un gros contrôle sur plein d'aspects de ma vie. D'accord, très bien. Et du coup, à partir de quel moment aussi ta famille s'est rendue compte, qu'il y avait un souci et puis a peut-être essayé de t'aider? Est-ce que Ouais. tu te souviens un petit peu à quel Mmh. moment ils sont venus vers toi? Mmh. Le, le moment où vraiment on m'a un peu lancé la sonnette d'alarme, c'était ma maman qui a ce flair de maman de dire: «OK, mon enfant va pas bien, je vois qu'il a perdu sa lumière» et en fait, on faisait une balade en forêt, avec mes parents et elle m'a dit: «Mais enfin, chérie, regarde, Lucille, elle a les mollets aussi larges que ses cuisses, enfin, elle a trop maigri et mon papa qui était plus de mon côté à me soutenir, me dit: «Mais non, mais c'est sa morphologie, c'est normal» et cetera. Donc d'embarquer mon papa dans mon déni, ça a isolé ma maman qui était un peu seule dans son combat pour dire: «Mais eh oh les gars, ça va pas en fait. Regardez, elle a maigri, elle mange plus». Ah oui, Et d'accord. donc, moi, j'avais vraiment ce truc dans: «Mais non, t'inquiète pas, c'est juste que j'ai pas très faim, essaie de me comprendre, on a beaucoup mangé ce matin» et cetera, alors que c'était faux. Enfin, je les embarquais un peu, j'ai un peu ouais, c'est triste d'utiliser ce mot, mais un peu manipulé mes parents parce que, premièrement, moi-même, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je savais que je faisais plus attention, mais je me rendais pas compte que mon poids dégringolait parce que j'étais pas dans cette logique de compter mes calories, de me peser tous les jours et cetera. Au début, c'était juste je faisais mon truc et je me rendais pas compte jusqu'où ça allait aller. Donc ma maman a lancé la sonnette d'alarme. Mes proches aussi, quand c'était les fêtes de Noël et cetera, observaient que j'étais beaucoup plus sélective sur la nourriture. Pareil, je prenais pas de dessert, je remettais dans le plat, les portions de viande et cetera. Enfin, voilà et encore une fois, il fallait tout le temps faire du sport après, aller bouger tout le temps donc ça, c'était vraiment des signaux d'alerte pour mes proches de dire: «Mais c'est pas normal à 14 ans d'être dans cette logique, de restriction, de contrôle», et puis j'étais exécrable vraiment, Oui, oui, oui. mentalement, ça allait pas du tout, quoi. Et à quel moment toi-même tu t'en es rendu compte et que tu as essayé de changer les choses du coup? Mmh. Quand est-ce que c'est arrivé toi personnellement? Et combien de temps s'est écoulé avant qu'on te le dise et que toi tu en prennes conscience? Est-ce qu'il y a eu, Mmh. tu resté longtemps dans le déni ou est-ce Ouais. que ça t'a fait cogiter par exemple les paroles de ta maman ou Mmh. J'ai beaucoup rejeté les moindres remarques qu'on me faisait au parce début, que ouais? je voulais pas y croire. Je leur disais: «Mais non, en fait, c'est vous qui faites mal les choses. C'est normal de pas manger aussi sucré, c'est normal de manger des fruits et des légumes, c'est vous qui faites, pas bien, prenez exemple plutôt», tu vois? Je pensais vraiment que j'incarnais un modèle de mode de vie sain alors que c'était, trop poussé. J'avais des bonnes bases, mais c'était trop dans l'extrême, en fait et hem et en fait, la réalisation de mon état, elle est arrivée au moment où je suis rentrée à l'hôpital. C'est-à-dire que, voilà, je maigrissais et j'étais de plus en plus faible. Je dormais plus et cetera, mais on reviendra plus tard sur, tous les symptômes. Oui, oui. Mais donc je suis rentrée à l'hôpital et parce que, bah, j'avais fait un malaise, je tenais plus debout, enfin j'avais vraiment plus de force et là, on m'a perfusée et donc bah, je me vois dans le miroir avec des câbles qui me rentrent dans les veines, une perche avec une poche et je me dis: «Mais oh là là, mais à quoi je ressemble, quoi?» Je me sentais hyper, handicapée et avant cela, il y avait eu un autre épisode aux urgences qui était un peu vraiment dégradant. C'est que j'étais très, très constipée parce que, bah, je mangeais rien, il y a rien qui sortait, mais il y avait quand même, des déchets qui devaient se créer, en fait, pour le bon fonctionnement du corps et en fait, pour évacuer, je faisais des purges
Donc c'est-à-dire c'est pas super sexy, mais vraiment c'est comme ça que ça se fait. C'est, une poire, donc un grand liquide qu'on s'enfonce dans les fesses et en gros ça va stimuler le gros intestin et c'est comme ça qu'on va aller évacuer et je me dis: «OK, j'ai besoin d'un recours extérieur pour réaliser quelque chose qui est complètement naturel» et là je me dis: «OK, en fait, c'est pas normal de d'avoir recours à ça pour aller à la selle qui» et donc là je me dis: «OK, je crois que je suis vraiment pas en forme». D'accord Ouais. et de combien de temps ça a duré Mmh. du début de ton anorexie jusqu'à cette, hospitalisation? Il y a eu combien de temps qui se sont écoulés? Je pourrais estimer à peu près, 6-7 mois à peu près. J'ai vraiment commencé à me renfermer, à maigrir en rentrant, en OK, 4e en septembre et l'hôpital, j'y suis rentrée un petit peu après mon anniversaire, aux alentours de mars. Et c'est vraiment donc ouais, il y a eu plusieurs mois de dégringolade. Puis comme j'étais fine de base, ça se voyait pas trop que je maigrissais, mais à un moment, il y a plein de symptômes qui sont apparus et on s'est dit: «OK, là, c'est un état de maigreur beaucoup trop prononcé». Je suis arrivée à un IMC de 13 et pour avoir quelques chiffres et vous rendre compte, là, je fais 1,63 m. À l'époque, je faisais déjà 1,62 m, 63 et je suis descendue à 35 kilos au plus bas. Donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est genre un gros sac de trek, tu vois? Donc c'était vraiment pas lourd et après sur la reprise, on m'avait dit qu'il fallait que je reprenne au moins 10 kilos et bon, pour moi, c'était inconcevable de reprendre un tiers de mon poids, c'était disproportionné et au fur et à mesure, en fait, j'ai plus fait de fixette sur le poids et ça a repris plus tranquillement. d'accord. Et mis à part cette envie de ne pas grandir que tu expliquais, Mmh, donc ce déni presque de croissance, mmh, est-ce qu'il y avait d'autres choses qui t'ont poussé à le faire dans ta mmh, tête? Je sais pas, peut-être un idéal, mmh, féminin, mmh, qui t'était propre ou des modèles, ouais, des vidéos que tu as regardées, des personnes, des mmh, régimes alimentaires? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses mmh. qui t'ont justement, on va dire encouragé dans cette dérive? Complètement, ouais, il y a plusieurs choses. La première, c'est, à l'école, en sport, et même de manière générale, on me faisait beaucoup de compliments parce que j'étais fine. «Oh, tu es belle, tu as la ligne», «Ouah, Lucie, elle est élégante» et cetera donc bah, ça te conforte quand on te fait des compliments comme ça. Ça, c'était avant que je sois vraiment maigre. Quand on me regardait plus trop, on m'évitait vraiment parce que je faisais peur en fait, j'étais un vrai squelette et ça fait peur de voir quelqu'un comme ça. Mais donc il y avait cet engouement de: «Oh je vais courir plus vite» parce que, bah, à l'époque je faisais un peu du cross à l'école, je faisais toujours de la danse classique, donc c'était en cohérence avec les sports que je pratiquais. Je pense que si j'avais fait du rugby ou un sport, qui demande une corpulence plus importante pour être fort et strong, c'est le même mot mais c'est pas grave et bah, je pense que ça aurait été très différent. Donc il y a ce facteur-là. Le deuxième facteur, c'est qu'à l'époque, moi j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux, donc j'imagine même pas être anorexique à une période où tu as tellement accès Ah! à la Heureusement, j'ai comparaison. envie de dire, ouais, Ouais, heureusement. je pense que c'est encore plus violent parce que tu es tellement déboussolé avec toutes ces éloges de maigreur, même si là, on est dans une période qui a une tendance au body positive et cette, tolérance de d'avoir plus de corps différents et je trouve que ça a été très rappelé avec les JO aussi, là récemment de dire: «OK, bah, elle a tel corps parce qu'elle est et ça lui permet d'être performante dans son sport, elle a un corps complètement différent» et cetera et d'avoir, accès à cette variabilité en fait de corpulence, c'est plutôt sain de se dire: «Bah, en fait, il y a pas que un type de corps qui est bien, qui c'est pas parce que tu es maigre que tu es sain ou que tu es plus corpulent que tu es en mauvaise santé» et cetera. Donc il y a ça, mais pour autant, j'ai quand même beaucoup fonctionné, par modèle. Bah, pour moi, être, en bonne santé, ça veut dire être fin, être bien dans sa peau et cetera. Puis dans ma famille, on est tous, enfin, on a tous une corpulence assez fine. Hem et si on se penche plus sur l'aspect de la santé, j'ai quand même 2 grands-parents qui faisaient du diabète, et je me suis dit: «Bah, moi, je veux pas être comme ça plus tard» et dès ma puberté, je voulais vraiment prendre soin de ma santé, faire super gaffe à ce que je mangeais parce que, je voulais bien grandir, bien vieillir donc c'est un peu contradictoire avec, les prémices de cette chute dans l'anorexie. Mais il y avait une vraie volonté de prendre soin, de faire gaffe, quoi. Parce que, forcément dans tes recherches, tu lis que, bah, tu es ce que tu manges et du coup, tous tes nutriments, ils vont nourrir tes cellules, tes muscles, ton intellect et je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté pour, avoir les meilleurs nutriments concrètement. Mmh.
Non, c'est intéressant ce que tu dis et c'est vrai que Dieu merci, ça évolue un petit peu, mais je trouve Mmh. qu'on a encore trop de stéréotypes, au niveau de l'idéal du corps Mmh. et ça, c'est un très, très gros problème qui est renforcé par les réseaux sociaux. Mmh. On nous montre ce qu'on a envie de nous montrer, clairement Mmh. et on se rend compte que, faut être clair, hein, dans le sport de haut niveau et dans le mannequinat, par exemple, il y a énormément de déni. Il y a peut-être entre 50 et 80 des gens qui parlent pas des dérives négatives, mais qui vont Mmh. parler que du positif, Ouais. en sachant qu'il y a énormément de négatifs. Donc ça, il faut vraiment y faire attention et c'est vrai que tu aies pu en prendre conscience assez rapidement et évoluer dans le bon sens, Mmh. c'est quand même aussi une preuve de maturité quelque part. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, bah, qui sont persuadées, comme tu le dis, qu'il y a qu'une seule manière d'être, qu'une seule manière de consommer, Mmh. alors que pas du tout. Puis on se rend compte de plus en plus qu'on peut être heureux, sans se priver au Mmh. quotidien Mmh. et on peut Complètement. aussi être performant sur le long terme, c'est vraiment ça l'important, Ouais. pour durer sur le long terme. Si on donne pas au corps un minimum de plaisir et puis les apports qu'il a besoin, Mmh. bah, on tiendra pas le choc donc ça c'est vrai que c'était intéressant de le rappeler. Je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter avant qu'on passe sur les symptômes de l'anorexie? Ouais. Je dirais tu as dit un mot-clé important, c'est le plaisir. Quand on est enfant et tout, c'est un tu te poses même pas la question, tu fais ce que t'aimes tout le temps. Mais là, il y avait aucune question de plaisir, en Il y fait. avait plus du tout C'était de notion juste, de plaisir, ouais. être dans l'objectif et en même temps, il y avait pas tellement de mesures, de contrôle. Il y a une époque où je me pesais un peu plus et là, c'est aussi un comportement malsain si vous vous pesez, régulièrement. Donc clairement, c'est un repère, tu vois? Le poids, pour dire: «OK, je veux être sur une tendance de perdre du poids, de prendre du poids», mais ça doit pas être obsessionnel parce que le corps, il varie tout le temps et justement, hem, je sais que ce qui était malsain pour moi, c'est que pour pas trop inquiéter, il fallait que je maigrisse, genre de 100 ou 200 grammes, tu vois, toutes les semaines. Mais si je reprenais 100 ou 200 grammes, j'étais en mode: «Mince, ça va pas». Donc là, c'est malsain, sachant que, tu vois, je pesais déjà 37 kilos à l'époque, c'est beaucoup, beaucoup trop maigre. Donc là, il y avait zéro plaisir et ça entretient cette mentalité de: «Mais à quoi bon, en fait, manger des gâteaux, quoi? Ça m'apporte rien». Donc pour moi, c'était juste, qu'est-ce que l'aliment m'apporte nutritionnellement plutôt que gustativement, en fait. Oui, 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 après dans le principe, c'est pas mauvais ce type de raisonnement, mais il faut trouver un équilibre, Ouais. une juste Mmh. mesure. Justement, on va en parler, dans une prochaine partie, mais ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment aussi ton alimentation, elle a évolué dans le temps. Ça, Ouais. on en parlera tout à l'heure Yes. et parce que oui, il s'agit pas non plus de manger des sucreries et puis, Mmh. à tire-larigot et puis de pas faire attention à ce qu'on mange. Ça, Mmh. c'est l'extrême inverse. Ouais. Encore une fois, il faut trouver l'équilibre. Mmh mh. Donc là, ce que je te propose, c'est plutôt, ouais, d'aborder vraiment les symptômes. Voilà, Yes. savoir si, s'il y a peut-être des personnes qui pourraient se reconnaître dans ce type de comportement. Donc on va aborder vraiment les symptômes et ensuite on abordera, bah, la phase un petit peu de la guérison, que tu as vécue. Yes. Je vais découper du coup, en parties les symptômes. Pour commencer, au niveau de la tête, du raisonnement et de l'esprit, comme je l'ai dit, bon, il y avait, une vraie tristesse. J'étais éteinte, pas de joie de vivre alors que je suis vraiment quelqu'un de solaire, qui est dans l'amour et cetera. À cette époque, pas du tout et voilà, j'étais triste, j'étais très colérique parce que, bah, dans mes intestins, rien ne se passait bien et donc en général, quand dans ton bide, ça va pas, C'est le bah deuxième cerveau, ouais. exactement et là, je l'ai vraiment expérimenté pour le coup. Il y avait pas de matière, enfin voilà, j'étais vraiment, grincheuse, j'étais, exécrable avec mes proches, je leur faisais tout le temps des reproches, et c'était super dur pour eux parce que tu es tellement déstabilisé quand il y a quelqu'un qui t'envoie bouler tout le temps que au bout d'un moment, tu même plus. Mais heureusement, mes parents étaient très persévérants et ont fait preuve de beaucoup d'écoute. Hem Et j'étais aussi très méprisante envers les autres puisque comme je te disais, bah, pour moi les autres c'était une perte de temps, ils faisaient pas bien les choses. Au collège, je les trouvais tous bêtes, enfin vraiment c'était horrible ma vision des autres et cetera. Voilà pour l'esprit, une envie d'élitisme aussi, d'excellence et de renfermement pour que j'y arrive seule. Donc voilà, beaucoup de solitude à ce moment-là, choisie. Hem, Au niveau du corps ensuite, fondamentalement, j'étais très maigre, ça se voyait, j'avais plus de muscles, plus de graisse, j'ai de base pas beaucoup de seins, mais là j'avais rien du tout. On voyait mes os, mais ça mes parents ils le ressentaient vraiment quand ils me faisaient des câlins. J'avais les joues creusées, j'étais pâle, mes cheveux étaient devenus très ternes, je perdais beaucoup mes cheveux.
Et ce qui est assez fascinant et je trouve que le corps est vraiment bien fait aussi, c'est que comme j'avais, plus de matière sur moi, j'avais très, très froid tout le temps et donc mon corps avait, créé, beaucoup plus de pilosité. Donc j'avais beaucoup plus de poils pour me protéger du froid, entre autres et justement, j'avais vraiment tout le temps froid. J'avais les pieds glacés, les mains glacées, tout le temps violacé, enfin le sang ne circulait pas, il y a rien qui tournait, le corps était vraiment au En ralenti. dormance presque, ouais, il était, Ouais, exactement, il était totalement, au ralenti et donc ça je le ressentais, dans mon transit comme je vous disais, bah, c'est un cercle vicieux terrible parce que tu manges pas, parce que tu as pas faim, donc ton estomac se réduit, tu as pas de matière à digérer, donc tu n'évacues pas, donc tu es constipé, donc tu as pas faim. donc c'est tous les processus qui se font plus, quoi, ouais. Exactement, donc complètement déréglé à ce niveau-là. Et j'ai perdu mes règles aussi et ça, c'est vraiment un signal d'alerte chez Ah les oui. femmes, chez les sportives et cetera. Dérèglement hormonal complet, Ouais, alors les médecins m'avaient expliqué qu'en fait, mon corps n'avait plus assez de graisse pour fonctionner et que les ovaires, c'était un peu le dernier des soucis du corps. La priorité, c'était le cerveau, le cœur et cetera et donc bah, comme j'avais plus de graisse pour faire fonctionner le reste et bien, ça suffisait pas et donc j'ai perdu mes règles pendant quand même 2 ans. Et ah oui. donc bah, c'est je sais pas à quel point c'est beaucoup à l'échelle d'une vie, tu vois? Mais j'étais quand même en pleine puberté. C'est tellement un signe de bonne santé d'avoir ses règles quand tu es une fille qu'aujourd'hui, pour moi, c'est super précieux d'avoir un cycle régulier, genre, évidemment, je saute pas de joie quand j'ai mes règles, mais ça me rassure tellement de me dire que mon corps est bien réglé, il fonctionne bien. Enfin, pour moi, c'est vraiment un élément précieux et donc ça, c'était un vrai signal de pas avoir mes règles, c'était vraiment grave, je trouvais. Donc voilà. Et puis, voilà globalement au niveau du corps et au niveau des comportements, j'en ai pas mal parlé, beaucoup de sélection, fallait tout le temps bouger pour éliminer et cetera donc Mmh. voilà, j'ai rien à ajouter de plus à ce Oui, oui, je niveau-là. pense que c'est relativement complet. Je te Mmh. remercie beaucoup. Là, du coup, ce que je te propose, c'est de passer à la partie 2, partie très intéressante où tu vas justement parler du chemin de ta guérison. Quelles ont été un petit peu les étapes? Comment ça s'est, manifesté? Et quels conseils, tu pourrais donner, aux personnes? Yes. Alors, l'entrée vers la guérison, elle a commencé par l'hôpital parce qu'en fait, si j'étais jamais allée à l'hôpital, je sais même pas comment jusqu'où je serais descendue et cetera. Donc je suis allée à l'hôpital, de ma ville. C'était pas un service spécialisé dans l'anorexie parce que j'avais 14 ans. Il y avait aussi ce truc d'être proche de mes parents et on mesurait pas l'ampleur des dégâts que j'avais causés sur ma santé. Donc pour moi et pour mes parents, c'était inconcevable que j'aille dans une clinique spécialisée. Je pense notamment à la Maison de Solène, sur Paris et ça, j'en ai entendu parler en allant à l'hôpital Necker puisqu'évidemment quand comme j'étais maigre, on voulait écarter toute maladie, voir si j'avais pas un ver sanitaire ou des choses comme ça. Avant de comprendre que c'était vraiment mental, il fallait écarter, toutes les pistes. Donc j'ai fait des prises de sang, des échographies, voilà, pour voir s'il y avait rien d'anormal dans mon fonctionnement et une fois que ces pistes ont été écartées, on a compris que c'était vraiment dans ma tête et donc tous ces tests ont été réalisés, après l'hôpital puisque à l'hôpital, globalement, l'objectif, c'était que je reste en observation. Les pédiatres vérifiaient que je me faisais pas vomir, donc pour moi, c'était horrible cette partie-là parce qu'il y avait zéro confiance avec les adultes, avec le corps médical, donc je me sentais vraiment en prison à l'hôpital. J'avais pas le droit de sortir alors que c'est le printemps qui commençait et puis il fallait que je brûle mes calories, n'oubliez pas, il fallait que je bouge, que je sorte, donc bah, je faisais des squats dans ma chambre concrètement parce que juste, j'ai toujours eu besoin de bouger, j'ai toujours été un enfant actif, qui court aux centres aérés, qui danse, qui est dans la joie du mouvement et cetera. Donc l'hôpital, c'était une vraie prison. Et je vous disais que c'était pas un hôpital spécialisé dans les TCA, j'étais juste au service pédiatrie. Donc en gros, j'avais pas d'exercice particulier. Il y a le clown qui venait me voir pour essayer de me redonner un peu le sourire et 1 ou 2 fois par semaine, je voyais les psychiatres et le feeling passait pas du tout parce qu'ils me disaient elles étaient en mode: «Bon, dis-nous ce que t'as. Il y a que nous, hem, pourquoi
«Pourquoi t'es maigre, en fait? Qu'est-ce qui se passe?» Et j'ai souvenir que c'était super maladroit et que c'était assez, violent dans le sens où j'étais en mode: «Beh, en fait, je sais pas de quoi vous me parlez, enfin». Ouais, elles étaient pas spécialisées vraiment là-dedans. Et tu sais, ouais, tu l'as peut-être dit au départ, mais pour quelle raison ils t'ont pas orienté tout de suite? C'était juste à cause de ton âge ou pourquoi, ça existait peut-être pas pour les jeunes ou? Si, si, totalement, il y a pas mal de dispositifs pour accompagner les personnes avec les TCA. Je reparle encore de la maison de Solène, où il y a même des assos sûrement, tu vois? Mais bah, pour moi, c'était et mes parents, c'était grave, mais pas au point que je sois loin de la maison, que Ah je oui, sois isolée. OK, dans un souci de Ouais, proximité familiale ouais, surtout? exactement. Puis OK. pour moi, j'allais rester 3 jours à l'hôpital, en Mais fait. ils te l'ont proposé d'aller aussi dans un centre spécialisé, ça t'a été proposé mais pas Ouais, imposé, quoi? exactement, heureusement. Mais effectivement, les psychiatres, le feeling passait pas. Puis moi, j'étais dans une attitude, pas du tout coopérative. En fait, j'étais hyper braquée, je comprenais pas qu'on m'accuse, de pas manger, qu'on m'accuse de me faire vomir et cetera parce que enfin voilà, à l'hôpital, au début, je mangeais rien du tout. Pour vous donner une idée de l'ampleur, c'est que, sur nos plateaux repas, donc encore une fois, pas spécialisés, pour les TCA, c'était des plateaux classiques qu'on donnait à toutes les personnes du service pédiatrie. Genre les petites tablettes de beurre que t'as dans les hôtels souvent au petit-déj, j'arrivais même pas à manger un quart de la tablette, tu vois? Genre 1 gramme de beurre pour moi, c'était horrible. Alors qu'au fur et à mesure de l'hospitalisation et j'ai rencontré, une jeune fille, de mon âge qui était aussi dans le même état que moi et elle, elle finissait ses plateaux et ça, c'est un des éléments du chemin de guérison, c'est que j'ai beaucoup fonctionné par modèle et cette jeune fille, bien qu'elle soit maigre, je la trouvais super belle, elle dégageait quand même quelque chose, une petite étincelle qui était un peu éteinte, mais qui commençait à refaire surface et le fait qu'elle finisse ses plateaux, ça m'a motivée parce que j'étais en mode: «Oh, «Mais je veux faire comme elle et tout» et donc en fait, j'ai beaucoup fonctionné par modèle dans ces guérisons et ça, c'était mon 1er modèle, c'est Charlotte et du coup, ça m'a beaucoup aidée et donc pour sortir de l'hôpital parce que moi, rappelez-vous, l'objectif, c'était de sortir de la prison parce que j'étais malheureuse, on m'aidait Oui, pas. tu l'as très mal vécu ce passage à Ouais, l'hôpital, mais il a été essentiel si je comprends bien. bah, oui, parce qu'au final, ça m'a mis un peu une claque de me dire: «OK, c'est fini la rigolade, en fait». Ça m'a Ça t'a vraiment mis une montré, douche froide, qu'il fallait réagir maintenant et que totalement. Il fallait réagir, puis ça a impliqué mes parents avec le corps médical aussi, donc là, on était en mode: «Les gars, votre fille, elle va pas bien, en fait. Faites quelque chose, sinon elle va mourir» et là, quand tes parents et que tu ça ou même moi, on me dit que je vais mourir parce que, bah, j'ai plus de force, je me dis: «What? Mais comment j'ai fait pour en arriver là?» Et même mes parents, j'en ai reparlé à ma maman récemment, elle m'a dit qu'en tant que parent, elle avait ressenti beaucoup de culpabilité parce qu'elle avait essayé de montrer les signaux d'alerte, elle a pas été écoutée, elle ressentait beaucoup de culpabilité de se dire: «Mais comment mon enfant a pu en arriver là?» Et elle avait tout pour être heureuse, on est des parents aimants, présents. Où est-ce que ça a déraillé? En fait, ça, c'est super dur à comprendre, pour les parents et le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire, c'est après coup, leur dire merci d'avoir été là, d'avoir été maladroit, mais d'avoir fait comme ils pouvaient donc bref et pour revenir, sur l'hospitalisation, pour que j'en sorte, il y avait un contrat de poids. Donc il m'avait dit: «OK, tu sortiras quand tu feras 37 kilos, ce qui est déjà maigre, mais c'était en mode: «Bon, OK, elle est un peu dans cette démarche de reprendre du poids». Et donc bah, ouais, moi ça me plaisait pas parce que, bah, j'arrivais pas à reprendre du poids alors que je finissais mes plateaux, donc ils comprenaient pas et ça montre à quel point j'étais bloquée dans ma tête parce que même si je reprenais des calories, j'en brûlais sûrement trop et donc la balance se rééquilibrait pas et puis je buvais beaucoup d'eau, je faisais pas pipi entièrement pour être plus lourde sur la balance donc là, tu sens qu'il y a une attitude de jouer avec le corps médical, de dire: «Vous êtes pas de mon côté, je vais pas être du vôtre». Je me pénalisais moi-même au final parce que ça a repoussé le moment pour sortir. Donc je suis sortie au bout de 2 mois. Je suis partie en vacances avec mes parents, en Espagne et en rentrant d'Espagne, ils m'ont repesée, j'avais pas perdu de poids, donc c'était une sortie définitive. Donc j'avais un peu le stress de maigrir pendant les vacances, sinon je devais retourner en prison. Mais voilà et après là, j'ai vraiment été entourée par un corps médical quand même, donc j'habite en Normandie et j'allais à Rouen, à l'hôpital, chez une pédiatre que pareil, j'ai trouvée magnifique, rayonnante et je me suis dit: «Je vais être comme elle, en fait» et on a discuté et je sais pas, j'ai eu un déclic et là, j'ai repris du poids, j'ai repris 1 kilo en une semaine et puis après, je suis rentrée un peu sur cette pente et après je suis rentrée, en troisième, ça allait mieux, je commençais à me réouvrir aux autres, à remanger progressivement, mais il y avait toujours ce: «Faut que je fasse gaffe quand même aux quantités,
à ce OK, que je c'était mange quand et même toujours cetera. là, Ah oui, c'était pas: «C'est fini les gars, let's go, à moi les muffins» et cetera. J'étais vraiment, dans le contrôle toujours, mais il y avait, une petite étincelle qui était revenue avec la rencontre de cette pédiatre et OK, je me suis donc dit tu t'es servi de modèle, donc ouais, d'abord, complètement. la jeune fille Charlotte que tu Ouais, as rencontrée et ensuite la pédiatre qui la t'ont vraiment pédiatre, fait, voilà. Bah, voilà, je voulais tendre vers ce profil, de femme que je me disais: «Ouais, en fait, on c'est quand même chouette d'être en forme, on est ouais, ouais. utile aux autres, on est ouvert aux autres». Enfin, ça me montrait vraiment d'autres Aussi dans les perspectives. côtés psychologiques Ouais, de ces personnes-là, ce qu'ils pouvaient exactement. dégager, Ouais, pas grave, que le physique, quoi. complètement. Ouais, ouais. Donc voilà, donc ça, c'était quand même un vrai déclic et bon, après, c'était super long, hein, parce que j'étais quand même motivée. Je suis rentrée au lycée, j'avais 16 ans, je me dis: «Allez, nouveau départ». Enfin, je sais pas, c'était un peu un changement symbolique, dans ma vie Bah, d'école, oui, tu oui, vois? oui. L'entrée au lycée, je trouvais que c'était l'occasion de prendre un peu le taureau par les cornes, me dire: «Allez, je vais être en forme» et donc là, s'est ouvert une période de cobaye, d'expérimentation et je me dis: «OK, j'ai perdu la spontanéité de manger comme il faut, comme ce que je faisais quand j'étais petite. Qu'est-ce que je fais en fait pour retrouver ce goût de manger, ce goût de vivre?» Donc là, j'ai continué mes recherches parce que, bah, je suis de nature très curieuse aussi finalement et et je me suis dit: «OK, on va tester le régime végétarien» parce que voilà, je commençais à avoir un peu des convictions écologiques, je m'intéressais à ces sujets, à ce rapport, bah, à la production en fait, d'où viennent les aliments qu'on mange et cetera. Donc voilà, j'ai testé plusieurs régimes alimentaires, j'ai fait un jeûne de 3 jours, hydrique parce que j'étais fascinée par, la cétose, donc la capacité du corps à réutiliser ses propres déchets comme carburant. Je me disais: «Mais il faut trop que je teste pour voir ce que ça fait sur mon corps». J'ai testé quoi comme autre régime? Enfin, plein de choses différentes, low carb, pour voir les bénéfices et tout et en fait, j'étais complètement paumée et au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol de passer mon temps à faire des recherches, à brûler des Charge calories mentale énorme, ouais. énormément. Enfin, je vivais que pour Oui, ça. oui, oui. Je vivais pour les cours, la bouffe et le sport. La vie sociale était pas encore de retour à ce moment-là et j'en ai eu marre et je dis: «Fuck, en fait, ça me saoule de me prendre la tête». J'ai dit un gros mot, c'est pas grave. Non. Ça je me suis dit: «Oh là là, mais c'est épuisant» et vraiment, j'espère que ça vous parle, mais enfin, franchement, la vie, c'est pas que la bouffe et le sport, quoi Ah non, non, c'est sûr. et ça, j'en ai vraiment pris conscience en rentrant, à l'école d'ingé où j'ai trouvé des copines, qui avaient vécu ça et je me suis enfin sentie comprise. Tout mon lycée, c'était voilà, je refaisais du lien, je recréais du lien avec des gens de ma classe, j'avais des très bonnes classes, bonne énergie de groupe et cetera, mais j'étais toujours un peu dans ma bulle. Je me levais à 6 heures pour aller à la salle le matin avant les cours, j'étais dans mon miracle morning, enfin voilà, je voulais me construire, reprendre des outils pour être en forme et j'avais besoin de le faire seule. OK, mais dans quel but précis tu faisais ça? Est-ce que tu avais un objectif précis? Est-ce que tu voulais, je sais pas, ouais, ressembler à une Mmh. personne en particulier, atteindre Mmh. un certain niveau de performance, avoir, un regard vers Mmh. toi, ouais, comme tu disais, je sais pas, élitiste, Ouais, respectable? Qu'est-ce que tu recherchais en faisant ça? ouais. Je pense qu'avant tout, je voulais retrouver de la dignité parce qu'en fait, je me La sentais confiance en toi ouais, peut-être? ouf, en fait, je me sentais tellement faible, maigre, on me regardait pas bien, on m'aimait pas, quoi. Franchement, enfin, comment tu voulais aimer quelqu'un qui était exécrable, froid, donc voilà, je voulais enfin, ouais, remodeler une image de mais en fait, Lucille, c'est pas ça. Enfin, c'est pas elle, Lucille, du coup, je voulais, voilà, reconstruire un profil que je trouvais admirable. Donc là, pour le coup, il y avait pas tellement de modèle précis, mais j'ai le souvenir quand même d'avoir créé un vision board où je mettais, voilà, des photos, de filles que je trouvais belles. C'était des meufs que je ne connaissais pas, tu vois? Et après, avec le temps, je me dis: «Mais en fait, on est tous uniques et oui, ta morphologie, elle se rapproche de celle de la fille que tu as collée sur ton panneau», mais mais voilà, ça m'aidait à me dire: «OK, je veux tendre vers ce chemin plutôt que être précisément à, tel poids». C'était plus un mouvement, un élan vers, une reconstruction et pour moi, la reconstruction au-delà du corps, d'où le fait d'aller à la salle de muscu pour reprendre de la force, c'était surtout mental parce que vraiment j'étais une cracotte. Enfin vraiment, je me sentais tellement faible et le moindre truc m'ébranlait parce que je suis super sensible de base et je crois que cette période a vraiment accentué ma sensibilité, aux autres, aux événements, aux remarques, et cetera et donc une des voies de la guérison, c'était vraiment de m'instruire.
de dire: «OK, bon, j'ai fait la période des différents régimes alimentaires. Mentalement, il y a quoi comme outil pour regagner confiance en soi? Pour être fier de soi? Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien comme petites actions qui vont te dire: "Ah trop bien, c'est trop bien ce que tu as fait là"?» Moi, ça passait beaucoup par l'école, de bien travailler, de me faire plaisir dans les exposés parce que j'ai toujours adoré, prendre la parole. Là, je fais des cours d'éloquence, j'aime beaucoup transmettre et cetera et donc ça s'est exprimé par l'école. Et puis j'étais avec des classes, bienveillantes et cetera, donc c'était trop cool. Mais voilà. Donc de l'instruction, du sport, pour construire du muscle et pas pour brûler des calories, donc il y avait un Ouais, vrai changement de ouais, mindset ouais, OK. et je pense que si j'avais eu cette période à l'époque, j'aurais, tu vois, écouté peut-être plus de podcasts ou quoi, mais à l'époque, j'ai le souvenir d'avoir juste regardé des vidéos YouTube de binge eating, de d'alimentation compulsive parce qu'évidemment, l'effet rebond et encore une fois, le corps est trop bien fait, c'est que je m'étais tellement privée pendant, ouais, 3 ans en moyenne, qu'après mon corps est en mode: «Lulu, là, il faut vraiment que tu reconstruises tes réserves» et donc sur ma partie première terminale, je faisais que manger. Et je culpabilisais parce que je ne contrôlais plus rien. Je me dis: «Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive?» Et en fait, avec le temps, j'ai compris que c'était une phase normale Ah bah, oui, et oui. je crois qu'il faut vraiment, Faut accepter laisser faire que parce que le corps, il était tellement dénutri, je pense exactement qu'il demande, et je crois qu'il faut pas paniquer si non, on a eu des périodes où bah, on c'est a moins inévitable, je pense, de toute mangé. façon, de toute Tu vois, par façon. exemple, si tu vis une rupture ou quelque chose qui moralement te Bien sûr, blesse, bien sûr, c'est très probable que ça impacte, ton alimentation. Voilà, tu manges moins ou bien au sûr. contraire, tu vas stresser au max et tu vas beaucoup manger et le corps naturellement, il va se réguler. Mais pour ça et c'est vraiment le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut lui laisser de Faut l'espace l'écouter un petit peu, ouais. et du temps. Et comment tu fais ça? Pour moi, de mon expérience, la clé, c'était vraiment de couper les stimulations externes. C'est pour ça, à un moment, j'ai arrêté de faire des recherches, de me dire: «OK, là, je pourrais prendre ce plan de nutrition, ah, ce régime alimentaire, il avait pas mal». À un moment, j'ai dit: «Stop» et j'ai recréé de l'espace pour me dire: «OK, juste écoute-toi un peu plus». Donc au début, hyper dur, j'étais en mode: «J'ai faim, j'ai pas faim, j'ai assez mangé, j'ai pas assez mangé». Donc c'était épuisant aussi et pareil, cette charge mentale, elle m'a vraiment pesée et encore une fois, c'est en rentrant à l'école d'ingé, en découvrant des gens qui me ressemblaient, donc en recréant une vie sociale, hyper maladroite au début parce que c'est comme si, tu vois, tu étais allée sur une île déserte pendant 5 6 ans et que tu reviens dans la société, tu es en mode: «OK, alors comment on se présente à Tu pas les quelqu'un?» codes encore, ouais. Ouais, grave, j'étais déboussolée et heureusement, je tombais sur des personnes, bienveillantes, des personnes qui m'ont dit: «Bah, Lulu, tu chelou» et du coup, ça me remettait grave en question. Enfin, de toute cette période, je me suis vraiment remise en question tout le temps et donc au point de me faire des nœuds au cerveau, mais aussi avec une vraie volonté d'apprendre à me connaître et me dire: «OK, je suis pas la fille que j'ai vue sur YouTube, je suis pas, telle personne qui renvoie une Retrouver image». ta vraie personnalité, Grave. quelque part. Qui était un peu en 1000 morceaux et perdu, mais très vite, j'ai réussi à me dire: «OK, ça me fait vibrer, je vais là-dedans, cette personne, je sens qu'on match», et là, je suis hyper reconnaissante d'être tombée sur mes super colocs, qui se reconnaîtront et on s'est reconstruites ensemble aussi parce qu'elles avaient vécu ça et tu avais pas besoin de leur expliquer les choses, quoi et ça, Mmh. ça contrastait tellement avec, mes camarades de l'école ou le corps médical qui comprenaient pas, tu vois? Et je comprends que ce soit déstabilisant quand sur le papier, tu manges mieux et tout, mais tant que dans la tête, tu pas lâché le truc, pour Ouais. moi, il fallait vraiment lâcher le contrôle et après c'est reparti tout seul et il y a pas que la bouffe dans la vie donc c'est revenu naturellement. Mais j'insiste vraiment sur S calmer les stimulations externes, trouver la meilleure recette. Il y a pas de recette miracle. Enfin, vraiment juste écoutez-vous, de dire: «OK, là, je sens que mon corps, il est fatigué et cetera, ça va pas». Enfin, pour moi, c'était tellement, salvateur. Donc voilà, le message que je veux faire passer. OK, bah, merci beaucoup. Mmh. Du coup, j'ai une petite question par rapport à tout ça. Ouais. Quelle conclusion tu peux en tirer de toutes ces expérimentations, de tout Mmh. ce que tu as fait aujourd'hui? Ouais. En quoi ça t'a rendu meilleur et qu'est-ce que tu appliques aujourd'hui? Qu'est-ce que tu appliques plus? Mmh. Où est-ce que tu en es actuellement? Est-ce que tu as encore, des je sais pas, des un peu une l'épée de Damoclès, de te dire: «Bah, Mmh. peut-être que ça pourrait revenir» Mmh mh. ou tu es très sereine parce que, tu as réappris à vivre en société, tu as réappris à manger, Mmh. tu as appris à écouter ton corps? Où est-ce que tu en es Ouais. aujourd'hui?
C'est super important de faire un checkpoint, après cette période parce que ça commence à remonter maintenant finalement. Vraiment Eh beh, oui, l'hôpital, c'était il y a 9 ans quasiment et je considère que je suis sortie des TCA il y a peut-être, 2 ans, tu il y a vois? toute une Ouais, évolution et il y a eu beaucoup plein de choses mises d'évolutions en place. et donc la conclusion de tout ça, c'est en fait, c'est particulier à verbaliser, mais je crois que j'avais besoin de traverser cette période vraiment chamboulante pour me trouver. Donc il y en a, ils vont apprendre à se connaître de différentes manières, mais je crois que moi, j'ai eu besoin de passer par là. C'est comme ça que mon âme, mon corps a expérimenté la vie, en descendant vraiment, vraiment bas et j'ai maigri, j'ai maigri, j'ai maigri pour ensuite remonter. Alors peut-être que si j'avais pas autant maigri, j'aurais pas eu un effet rebond aussi, glorieux dans le Oui, sens, oui. Bah, c'est retrouver goût à exactement la ça vie, que je tu voulais vois? dire, ouais. Il y a Ouais, beaucoup de positifs dans une période ouais, difficile et des fois, il y a un dicton qui dit qu'il faut vraiment être au fond du ouais, trou pour, parce qu'on ne peut que remonter par la suite et là, c'est tu mmh, le définis parfaitement. Alors après, il y a différentes mentalités. Il y en mmh, a qui restent au fond du trou, ouais malheureusement. et ça traîne sur plusieurs Il années y et en a qui essayent cetera, d'en ouais. sortir, Mmh. mais souvent, on n'en tire que du positif après coup, pas Ouais, pendant, mais grave. après coup. C'est vrai que sur le coup, bah, c'est dur, enfin, tu te sens Ah, sur le super coup, c'est seul, sûr, pour trouver le positif dans des situations comme ça, ouais. c'est compliqué. Mais finalement, dans la guérison, il y avait forcément plein de petites victoires. «Oh, j'ai dépassé les 40 kilos. Tu vois? Même si j'étais pas non plus fixée sur le point, il y avait quand même ce truc de dire: «OK, là, ça devient un poids, qui devient moins médicalement dangereux» et cetera. Hem et donc ouais, il y avait plein de petites victoires de: «Oh, waouh, mais là, j'arrive à kiffer la part de gâteau». Enfin, c'est tellement génial de s'observer, de manière générale progresser, tu vois, dans la vie, en sport, mieux comprendre des trucs au taf et cetera. Bien sûr, Mais donc il y a eu plein de petites victoires qui m'ont regonflé d'amour et rechargée, ouais. de joie de vivre et après, c'était vraiment un cercle vertueux. J'avais plus de force, donc je pouvais aller plus loin en vélo. Quand je me suis mise en vélo à l'école d'ingé au vélo à l'école d'ingé, c'est que bénéfique de reprendre du poids. Enfin, tu dors mieux. Effectivement, Bien je sûr. l'ai pas dit tout à l'heure, mais je dormais pas, en fait. Mmh mh. Vraiment, mon corps n'arrivait pas à plonger dans le sommeil parce qu'il était en alerte en permanence et là, tu retrouves plus de tranquillité. Socialement, ça allait mieux aussi. J'arrivais beaucoup plus à verbaliser ce que je ressentais parce que j'avais lu des livres sur la communication et cetera et en fait, quand j'étais malade, j'arrivais pas à verbaliser parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je savais que j'étais triste, mais j'avais pas assez de recul et là, que j'en parlais avec mes copines, je disais: «Ah tiens, ça me parle ce que tu me dis», donc je crois que vraiment en parler, ça a été hyper libérateur pour, prendre du recul et faire un bilan de: «OK, j'en suis où? Ça, c'est encore délicat pour moi, j'ai un peu du mal à lâcher totalement prise en mangeant ça, je sens qu'il faut encore que je brûle des trucs» et là, tu étalonnes avec les autres, en fait, de dire: «Ah, c'est toi, c'est quoi ton rapport et tout?» et du coup, de confronter ton expérience de la nourriture aux autres et du rapport au sport, c'est très cool. Surtout que à l'école d'ingé, je fréquentais, principalement des sportifs Mmh. et donc je voyais que, bah, pour être en forme, fallait prendre des forces, quoi. Donc Oui, c'était assez inspirant aussi. OK et du coup, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore, des aliments que tu t'interdis? Est-ce qu'il y a encore des, comment dire ça? Des Ouais, des comportements règles, alimentaires, des des réactions que tu as encore mmh. ou plus du tout? Franchement, au niveau de mon rapport à la nourriture, j'ai full confiance en mon corps que si voilà, il y a un jour j'ai un petit peu moins faim, ça va se rééquilibrer le lendemain. Ça, je l'ai expérimenté plusieurs fois. Donc j'ai renoué confiance à mon corps. Je sais qu'il me joue pas des coups par derrière. Donc ça, c'est tellement rassurant en fait. Et voilà, j'ai envie de ne faire qu'un avec mon corps parce que aussi ce que j'ai pas dit, c'est que à cette époque, bah, déjà, c'est assez rare de conscientiser que tu as un corps, une âme et tout et cetera. Mais là, j'avais vraiment coupé mon corps, genre, quand je voyais mon reflet, c'était pas moi, quand on me touchait, c'était pas moi et là, j'ai réappris à aimer mon corps aussi, bah, avec, la ma féminité, ma sexualité, mon rapport au sport et cetera, à ressentir, plein de sensations différentes et cetera. Ça m'a vraiment fait renouer avec mon corps et donc, aujourd'hui, j'ai plus du tout de règles, j'ai juste adopté un mode de vie où je mange vraiment varié, équilibré,
Si j'ai envie de me faire un burger en rentrant du vélo, let's go, enfin, c'est un non-événement, quoi. Il y a plus Il y d'interdit. a plus d'interdit du tout, vraiment, c'est que du kiff. Après, je sais, ce qui fonctionne bien pour moi, je sais ce qui me fait plaisir et tout et vraiment, il y a zéro charge mentale là-dessus, aujourd'hui. J'ai quand même tendance à parfois pas manger assez parce que mon kiff du moment, c'est de faire des grandes sorties en vélo, d'explorer la montagne, à Annecy et cetera et pour ça, il faut vraiment avoir du carburant Ouais, et ouais. donc voilà, j'essaye de parfois me forcer un tout petit peu quand même pour me dire: «Bon, demain, Oui. grosse sortie, faut Bah, tu fais manger». bien d'en parler parce que moi, Ouais. c'est surtout cette problématique-là que j'aborde, sur le Mmh. podcast, Yes. plusieurs dizaines de fois. C'est vraiment le fait donc pour tout le monde, la plupart des sportifs ne mangent pas assez, de Mmh. grands sportifs, parce qu'il y a quand même Mmh. une dépense calorique qui est Mmh. monstrueuse. Donc là, c'est un régime, alimentaire complètement différent d'une personne sédentaire qu'il faut réapprendre Mmh. et il faut vraiment avoir une consommation de glucides, notamment assez importante Ouais, ouais. et parfois donc dans certains cas, bah, par exemple, si tu fais une sortie de 200-300 bornes, tu pourras pas trouver ou très difficilement autant de calories dans des aliments très sains et non Ouais. transformés. Ouais, grave. Donc des fois, on voit même qu'à très haut niveau, il y a beaucoup de sportifs maintenant qui Mmh. consomment, bah, des barres chocolatées, des sodas, des choses comme ça. Parce que Mmh. quand on arrive à 5, 6, 7 000, après la question à se poser, c'est: «Est-ce que c'est sain de dépenser autant de calories?» Ça, c'est encore Mmh. un autre débat qu'on pourrait avoir une Ouais. prochaine fois. Mais c'est sûr il faut adapter son régime alimentaire en fonction de la pratique du sport Mmh. et je pense que tu le fais très bien aujourd'hui puisque sinon tu pourrais pas aller au bout de tes sorties non Mmh. plus. Je serais pas venue à vélo, Voilà, tu serais pas aujourd'hui. venu à vélo parce que je rappelle qu'elle est venue à vélo, de Annecy jusqu'à chez moi, donc ça fait quand même une trotte. Mais oui, non, c'est ça qu'il faut comprendre aussi et je pense que, bah, à travers le sport, ça t'a aidé à mieux manger Ouais. aussi puisque Ouais, tu es c'est ça. obligé, sinon tu peux plus pratiquer. Voilà et moi, j'étais trop frustrée de me dire: «Bah, en fait, si j'ai pas dû, je vais pas Voilà, vivre le tu peux truc». plus pas pratiquer ton Et je sport. trouve que le mindset enfin l'état d'esprit a vraiment changé en fait, la bouffe c'est plus mon ennemi, je Non, le c'est ton rejette pas, c'est carburant, mon c'est carburant et et ça oui. fait tellement la différence en fait, juste de manger plus donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus sain aujourd'hui et je regrette vraiment pas d'être passée par là parce que, bah, je l'ai pas choisi, en fait, je l'ai peut-être inconsciemment construit cette descente aux enfers parce que Ouais, je me disais: elle «OK». faisait partie de ton histoire et puis ça fait Ouais. ce que ça fera ta force maintenant, je pense. Ce sera une force jusqu'à la Oui, je fin. pense que sinon j'aurais pas autant mûri, j'aurais pas Ah bah été non, autant isolée socialement pour revenir après avec une volonté, d'aider, de transmettre et voir cetera. Ouais, grave, l'importance des choses. C'est là qu'on ouais, s'en rend compte. Si on a tout, on s'en rend pas compte, mais c'est ça. heu, Ouais, de créer ce manque, c'était hyper enrichissant. Puis dans mon rapport aux autres aussi, ça m'a permis à la fois de couper le cordon avec mes parents, parce que ça c'est parce que du coup je l'ai pas dit, mais j'ai consulté une psychologue, en rentrant à l'école d'ingé. Et au moment où j'étais malade, j'ai pas vu de psy parce que ça me parlait pas, je raisonnais ouais, pas tu avais trop besoin et d'autre chose et je pense que je c'est les voulais m'en relations sortir sociales seule. aussi qui t'ont aidé, plus qu'une Ouais, un professionnel, c'est c'est le fait ça. de voir des Mais je personnes. recommanderais quand même parce que l'entourage évidemment, tu peux en parler à tes copines, ou tes copains parce que ça touche aussi les hommes, l'anorexie. C'est la cible principale, ça reste, les femmes, les jeunes femmes, mais il y a aussi des gars. Donc même si tu en parles à tes copines, que tu te sens comprise, que ça fait du bien, je pense qu'il y a un stade où vraiment le corps médical, peut apporter un truc en plus. Oui, oui, bah, Au ça reste des professionnels, c'est sûr, Ouais, qui mais ont tu vois, oui, en même temps, si en quatrième tu m'as dit: «Oh, ça te fait du bien de voir, la psychiatre», bah, pas du tout, je l'aurais tellement pas ouais, mais recommandé encore une fois, tu parce t'en que rends ça compte après que venait pas de moi et ça, ouais. c'est tellement la différence. C'est qu'après à l'école d'ingé, je sentais qu'il y avait des choses à résoudre, pas liées à l'anorexie, mais plus dans mon rapport aux autres et ça m'a grave aidée en fait de moi-même aller demander de l'aide et c'est tellement OK. Bah, Vraiment, après j'ai tellement appris sur ce moi-même qu'il à faut ce moment-là. savoir, bon ça reste mon avis, hein, Ouais, purement mon avis, ce que je vais dire là, mais je pense que chaque être humain sur cette terre ouais. aurait besoin de voir un psy. Voilà, ça c'est mon avis. D'ailleurs avec le code Enzo, vous pouvez aller Non, voir. mais c'est hyper important parce qu'on a tous des problèmes et donc le psy, Ouais, ça peut être un ami, ça peut être, les parents, mais c'est pas pareil. C'est pour ça que je ouais. dis attention, à mon avis, tout le monde devrait se confier des fois à des Mmh. personnes extérieures Mmh. pour se remettre en question et Ouais. continuer à grandir, surtout dans notre société actuelle. On va pas faire un débat là-dessus, mais Mmh. la solitude, toutes ces choses-là, c'est de plus en plus d'actualité. Le burn-out, la charge mentale, les problèmes familiaux et j'en passe. On en a tous.
Mmh. clairement. Donc c'est vrai que c'est important Faut en de parler, ouais. c'est pas une faiblesse, voilà, c'est surtout Non. ça que je veux dire, c'est pas une faiblesse, Mmh. il faut le faire et ça permet d'être plus grand, d'être Mmh. plus fort et de savoir où on va réellement, quoi. Je pense que c'est hyper dur de dire: «Je vais aller voir un psy ou Bah, j'ai c'est encore besoin tabou, en fait, c'est d'aide» pour ça que je le dis. et C'est cetera. Et après, il y a plein d'autres façons d'aller mieux, tu vois? Juste, il y a un podcast ou qui va te faire vibrer, un livre et tu vas dire: «Ouais, ça me parle grave» voilà, et ouais. là, ça ouvre la porte. Je pense que one shot aller chez le psy, c'est pas forcément bénéfique pour tout le monde et il faut déjà un peu éplucher l'oignon, tu vois? Enlever les Ouais, 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 couches, ouais. les masques qu'on se met et Mais affronter cetera. notre, Ouais, ça vaut affronter le nos coup. souffrances, Franchement, ça fait intérieures. peur, mais ça vaut Oui, tellement le coup au final. beh, oui. C'est vraiment bénéfique. Super, bah, écoute, Yes, je te remercie beaucoup. Là, on va faire une petite pause, puis on va passer sur le la dernière partie. C'est justement, une petite masterclass de toutes les conseils que tu pourrais donner, yes, par rapport à ton expérience, perso. avec plaisir. Donc là, on va reprendre, comme je disais, sur la troisième partie. Donc on va faire un petit peu de sensibilisation et tu vas nous donner aussi, tes meilleurs conseils. Mmh. Voilà, pour les personnes qui nous écoutent, qui seraient en train de traverser cette période ou qui viendraient juste d'en sortir, ou qui voudraient tout simplement ne pas tomber dans dans ces Mmh. travers, quels conseils tu pourrais donner, à ces personnes-là? Mmh. 1er conseil, hem, on va se mettre d'accord sur le fait que la nourriture, ça peut être un tampon émotionnel, en fait. De dire: «OK, je suis super triste, super stressée, je vais pas du tout manger ou beaucoup manger» et donc en fait, derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Et l je pense qu'il f pour s'en sortir, il faut se poser un peu des questions de: «OK, bon, ça fait plusieurs personnes qui m'ont dit que, je ramenais toujours mes lunchbox parce que je voulais pas manger au resto», des trucs comme ça. Il y a des comportements chez nos proches qui nous font dire: «OK, mon comportement est bizarre, mais fondamentalement, est-ce que je me trouve bizarre? Qu'est-ce que je cherche à prouver aux autres? Qu'est-ce que je veux atteindre ou qu'est-ce que je cache en fait, derrière cette image hyper contrôlée de mon physique, de ma nourriture? Il y a quoi derrière? Est-ce que je sens qu'en fait je suis pas assez aimée?» Fondamentalement, c'est très, très lié parfois. On veut, voilà, se créer une image un peu invincible, parce que derrière il y a une on se crée une carapace de quelqu'un qui a manqué d'amour peut-être plus jeune et cetera. Donc chacun son interprétation, mais juste posez-vous les questions de, en fait, qu'est-ce qui fait que je suis pas fière de moi? Qu'est-ce qui fait que je suis triste? Quelles choses m'impactent? Genre est-ce que quand on me dit telle remarque, ça me passe dessus ou ça va vraiment venir, chatouiller quelque chose d'inconfortable? Venez un peu chatouiller les trucs qui vous dérangent chez vous ou les remarques qu'on vous dise, Ouais. pourquoi elles vous C'est dérangent, ce en qu'on fait. disait vraiment, s'écouter, affronter les choses Mmh. et ça bah, ouais, connaître le pourquoi comme tu Mmh dis. mh. Connaître le pourquoi intérieur puisque tout vient de là. On a tous Mmh. une raison particulière d'être tombé dans l'anorexie ou Mmh. dans les TCA, mais il faut le trouver. Ouais et pour réussir à le trouver, ce qui peut aider, c'est, bah, voilà, quand vous sentez que la nourriture, c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez peut-être écouter des podcasts, ou des vidéos YouTube ou des livres sur, bah, peut-être, certaines façons de s'alimenter ou au contraire, instruisez-vous de d'autres sujets pour peut-être vous changer les idées et vous dire voilà, de dézoomer un peu, de s'éloigner de de cet intérêt démesuré, en fait, pour la nourriture. Enfin, moi, ce qui m'a beaucoup aidé en fait, c'était de m'instruire, de comprendre comment mon corps fonctionnait, de quoi j'avais vraiment besoin, hem et cetera. D'avoir quelques clés en main, mais après, c'est vous qui faites votre propre expérimentation et on peut s'instruire sur, des méthodes de sport, sur plein, plein, plein de sujets, en fait, juste pour stimuler son cerveau et pas penser qu'à la bouffe, finalement. Donc s'instruire, ça peut être pas mal et le dernier conseil que je dirais, c'est, de pas avoir peur d'en parler. Comme tu disais, en off tout à l'heure, c'est que pour un mec, c'est un peu gênant parfois de demander de l'aide, mais pour une fille aussi parce qu'il y a un peu ce truc en ce moment de montrer qu'on est invincible et en même temps, enfin, on a tous un degré de sensibilité différent et franchement, mais c'est pas grave si tu te mets à pleurer en parlant, c'est trop bien. Ça veut dire que tu viens libérer quelque chose qui était enfoui, que tu pas. Au contraire, vraiment, quand il y a un truc qui vient se nouer dans la gorge ou dans le cœur, mais laisse-le sortir. Donc ça peut être aller crier dans un oreiller, en haut d'une montagne
ou l'écrire. Enfin, il y a tellement de manières d'extérioriser. Moi, j'ai beaucoup extériorisé par la danse, par exemple. Je dansais sur du gros rap US ou des trucs hyper sentimentaux parce que je me disais que l'artiste, il venait un peu extraire, l'émotion qui était reliée derrière la musique ou le mouvement. Et clairement, je pense qu'on est plus d'un à avoir déjà écouté des musiques bien tristes pour nous aider à pleurer, à extérioriser. Mais le mot d'ordre, c'est que ça sorte, donc ça peut sortir de plein de manières différentes. Mais gardez pas les trucs pour vous. On a le droit d'avoir un jardin secret, mais quand c'est pas bien, il faut en parler parce que pour revenir sur l'importance de l'entourage, les gens, ils sont pas dans votre tête, en fait. Et ils peuvent pas, surtout quand t'es un peu dans cette attitude de dire non, mais t'inquiète, tout va bien, je gère, je contrôle. Et quand d'un autre côté, bah, tu fais plein de remarques à droite à gauche, que tu fais des remarques sur la nourriture des autres, ben non, ça va pas en fait. Donc les gens, ils sont pas dans votre tête, ils savent pas ce que vous traversez, ils peuvent deviner pour le peu que vous vous confiez, mais il faut aller vers les autres aussi pour qu'ils viennent vers vous et qu'on fasse équipe en fait. On t'imagine si tout le monde donne la main à quelqu'un, forcément ça crée beaucoup d'entraide donc Bah, oui, oui. vraiment, pour moi, il faut extérioriser, le mal, Ouais, le je pense que problème. c'est le plus important, ouais. Savoir extérioriser, en parler et puis, comme tu l'as très bien dit, il y a de multiples façons de le faire. Trouver un loisir, Mmh, se faire des amis, mmh, lire, il y a plein voilà, il y a plein mmh, de façons de le faire, mais pas rester, mmh mh, seul et mmh. avec ses Ouais, pensées limitantes et puis, et si je peux pondérer un peu ce qu'on me dit quand même, c'est que peut-être que tu as besoin d'expérimenter ça aussi, tu vois? ah oui, oui, Comme oui, on le bah, c'est disait, inévitable aussi, on le disait, bien ouais, sûr. C'est pour ça que ça mais reste des conseils perso que tu peux donner, c'est ça. mais les clés, c'est vous qui les avez clairement Ouais. dans n'importe quelle épreuve puisque chaque cas est différent. Mmh mh. Donc justement, j'allais te poser une question par rapport à ça. Si tu devais garder 3 mots Mmh. de ta guérison, lesquels ce seraient? Donc c'est un peu difficile à dire, mais au moins ça Mmh. permet vraiment d'impacter, de faire une grosse conclusion sur ce qui toi t'a sauvé personnellement. En 3 mots, comment est-ce que tu pourrais définir ça? Mmh. Et ces mots-là pourraient être très différents pour d'autres personnes aussi. Ouais. Mmh. Évidemment, ça a été, éprouvant comme histoire parce que on en a parlé, grosse charge mentale, j'étais perdue, je savais pas vers quoi je voulais tendre et cetera donc éprouvant toutes ces recherches, ça c'est sûr. Ouais, Pour autant, ça a été, hyper bénéfique formateur, ouais. parce que très jeune, j'ai fait énormément d'introspection sur moi et donc là, j'entre dans la vingtaine avec déjà un bagage, de Des clés, ouais, connaissances, ouais. de curiosité de comment mon corps fonctionne et il y a des personnes qui le découvrent plus tard, mais encore une fois, chacun son rythme en fait, peut-être tu vas te prendre une grosse claque à 30 ans et gros déclic, tu vas rebondir donc ça arrive à on peut pas prédire à quel âge ça t'arrive, peut-être que parfois ça arrive Chaque pas. cas est différent ou Il y des a fois ça arrive pas Ouais, du genre il tout y a des gens, ils effectivement. sont hyper sereins dans leur vie, il y a rien qui les bouscule, ils tracent leur route, ils font ce qu'ils aiment donc franchement, on est tous différents. Franchement, j'ai juste envie de dire éprouvant, et bénéfique et au final, j'aurais pas d'autres mots parce que c'est un peu des mots avec plein de ramifications et je pense que ces 2 mots résument très bien l'ensemble. Très bien, bah, je te remercie beaucoup. Je Ouais. pense qu'on a fait, le tour sur vraiment, vraiment ton parcours, Mmh. ta guérison, tous les conseils que tu pouvais, donner. Je pense que c'est déjà vraiment, très enrichissant. Là, ce que je te propose, c'est, de refaire une toute petite introspection de ton état actuel Mmh. et une question que j'aimerais te poser, c'est quels sont justement tes prochains objectifs de vie Mmh. et vers tu l'as très bien dit à plusieurs reprises, vers quoi tu avances? Sur Mmh. quelle ligne directrice tu as aujourd'hui dans ta vie Mmh. pour, aller chercher ce qu'on pourrait appeler le Mmh. bonheur? Yes. Dans cette logique de personnes qui aiment contrôler les choses, pendant très longtemps, j'ai adoré, me faire des objectifs, tu vois? 1er janvier, nouvelle année, nouvelle personne et donc je me disais: «Bah, me coucher tôt», des choses, vraiment factuelles et là, maintenant, j'ai changé de mon rapport au progrès. Je suis toujours dans cette logique de m'améliorer, en permanence, de grandir, d'apprendre, tout le temps. Mais plus avec des objectifs, clés, mais plus un état d'esprit et en fait, moi, dans la vie, j'ai juste envie d'être sereine et d'être sereine, ça se traduit par des actions qui font que, bah,
tu vois, je suis encore en études, je suis en alternance, donc je vais faire mes devoirs à temps, comme ça je vais pas être stressée, je vais avoir du temps, pour faire mon sport, pour sociabiliser et cetera. J'ai juste envie d'être sereine dans la vie, donc là, sinon il me reste, 2 ans d'études en alternance, je travaille dans le tourisme, et j'ai envie de faire en sorte que la montagne, ça devient pas Disneyland et de cadrer un peu ça, de montrer les potentiels du territoire ailleurs, et ça passe par transmettre des clés aux gens, de dire: «Waouh, je me sens bien dans la nature», ça me fait réfléchir et c'est l'occasion de planter des petites graines, chez chacun à travers, le tourisme, à travers des voyages, sportifs et cetera. Donc voilà, je veux transmettre ça aux gens. Je donne aussi des cours d'éloquence, avec l'asso Eloquentia. Donc l'idée de donner la parole aux gens, de dire: «OK, j'ai les chocottes, mais je vais parler, je vais m'exprimer» et tout ça, ça permet de, bah, voilà, de d'apporter du soleil dans la vie des gens. Moi, c'est ça qui me fait vibrer et sinon, je suis très amoureuse avec mon copain. On construit un chemin super positif ensemble, et mon copain d'ailleurs m'a quand même aidée sur cette compréhension de: «OK, on mange pas la même chose, tu un peu moins faim parce que t'as un plus petit gabarit, ou t'as plus faim que moi parce que tu t'es grave donné en vélo aujourd'hui» et voilà, beaucoup de bienveillance. J'ai envie de répandre de la bienveillance et c'est j'aurais peut-être dû le dire dans les conseils, mais franchement, faites gaffe aux mots que vous employez, genre: «Oh, tu belle, t'es fine» ou «Ah ouais, tu manges hyper équilibré», alors qu'au fond, la personne, elle galère dans sa vie, Et ouais. donc franchement, on se rend pas compte de l'impact des mots. Parfois, c'est hyper bienveillant, tu vois? On pense faire des compliments Oui, et oui, oui. cetera. Puis on connaît jamais la Ouais, grave, personne, comme on dit ouais. toujours. C'est vrai que tu peux dégager une Mmh, image qui est au final pas la réalité. ouais. Donc s'il y a un truc sur lequel, je trouve que ce serait trop cool que chacun tente, c'est plutôt évidemment complimenter, apporter du positif, c'est cool, mais soyez sincères et hésitez pas à dire ça te dit d'aller parler, d'aller faire une marche et tout, ouvrir la parole, parfois ça peut un peu déstabiliser, mais genre se montrer disponible pour les autres et pas faire son truc dans son coin tout le temps, ça peut faire du bien. Voilà ce qui me vient en tête. Bah, merci beaucoup, ça me suffit largement. Je pense que c'est très formateur pour beaucoup de personnes et c'est au final, peut-être l'un des seuls buts de la vie selon moi, c'est d'apporter de la joie et du bonheur autour de nous. Ouais, C'est vrai que sortir un peu de ce côté, matérialiste et ne penser qu'à soi, ouais, ouais. je pense que le bonheur, il se cache beaucoup dans le partage aussi. Donc Ouais, dans oui, les choses simples, aller voilà, bivouaquer, ça fait toujours mmh, du bien, hein, c'est ça, les choses simples, vraiment. Voilà. super intéressant. Bah, écoute, il me reste, 2 petites questions. Yes. Est-ce que tu as justement des ressources, que tu pourrais conseiller, des livres, des Mmh, podcasts, des vidéos qui t'ont beaucoup inspiré? mmh. Alors, pas forcément sur les TCA, ça peut Ouais. être aussi sur, le développement personnel, sur, le sport, sur, Mmh. Yes. Justement, je m'étais pas tellement documentée profondément sur les TCA, ouais, mais j'ai regardé des vidéos, d'américaines, d'anglaises, juste qui vloguaient et tout, qui racontaient leur rapport à la nourriture. Donc j'ai pas de nom précis, mais juste j'avais tapé binge eating sur YouTube, donc alimentation un peu compulsive et il y avait eu des phrases qui m'ont vraiment fait vibrer. L'anglais, ça me percute plus que le français parfois, donc peut-être tester d'autres langues, ça peut aider. Sinon, je lis énormément, j'ai toujours un livre, en cours et ceux qui m'ont marqué quand j'étais plus jeune, mais que je prends plaisir à relire, c'est les livres de Laurent Gounel. Hem, donc c'est un peu toujours la même histoire, je trouve, mais tu vois, t'en prends un ou 2, ça fait du bien. J'ai lu Kilomètre zéro aussi, de Maud Ankawa, j'ai bien aimé sa plume. Pareil, c'est un peu toujours la même structure de livre. Il y a un héros qui va pas bien et il y a un sage qui lui transmet des valeurs, donc il y en a pour qui ça peut être un peu barbant, mais il y a toujours au moins deux trois phrases impactantes qui vont faire du bien. Donc j'ai bien aimé ces livres-là et sinon, c'est tout ce qui me vient en tête et pour au-delà de développement personnel, il y a un livre que j'ai trouvé trop cool, c'est La communication non violente parce que dans cette logique de: «OK, j'ai besoin d'aide, donc faut que je l'explique aux autres que je vais pas bien, que j'ai des difficultés» ou au contraire, peut-être que vous serez vous-même l'oreille de quelqu'un et comment je fais pour écouter activement quelqu'un, c'est pas toujours intuitif, genre franchement, l'écoute active, de juste accueillir la parole de quelqu'un sans projeter ses peurs, sans juger et tout, bah, c'est pas forcément intuitif et moi je sais que ce livre-là, La communication non violente, elle m'a fait beaucoup de bien. Il m'a fait beaucoup de bien. Voilà, sinon je pense que tu vas, dans une librairie ou à la Fnac et tu dis: «Ah tiens, ça m'intéresse», là je me renseigne sur le féminisme en ce moment par exemple,
Donc voilà, ça offre d'autres versions de pourquoi en fait nous les filles, on tend vers ce modèle de plaire à la société et tout, Ouais, savoir parce un que peu, ouais, j'ai c'est pas encore intéressant, creusé les cette racines de branche. Ouais, exactement, tout à fait. Je pense qu'il y a encore plein de trucs à aller creuser, pas dans moi, ma comprendre fondamentalement pourquoi je suis rentrée dans l'anorexie, et cetera, mais à quel point il y a un truc beaucoup plus large, sociétales, ouais. sociétal, qui fait que c'était inévitable, en fait, que moi, première de la classe, je tombe là-dedans, Mais quoi. c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évolutions dans l'histoire, on Mmh. se rend compte qu'on tend quand même vers quelque chose de meilleur sur ce point-là, j'ai l'impression. Bah, déjà la Il y a parole se libère, beaucoup sinon on plus de serait pas là liberté, aujourd'hui, tu vois? En parler, mais à l'époque, c'est mmh. vrai que la femme avait quand même, on la mettait dans des cases. Je trouve que Mmh. maintenant, c'est en train d'exploser, on est en train de casser les Tout codes, doucement, mais oui, ouais, donc on est c'est dans un dans une mouvement, démarche ouais, positive. c'est cool. Bon, on pourra refaire un podcast complet là-dessus, mais Qui sera le prochain invité? mais en tout cas, merci beaucoup pour tout C'était ça. super, j'ai passé un bon moment aussi. Bah, avec grand, grand plaisir et puis, bah, je te souhaite le meilleur pour la suite de tes aventures. Continue comme ça. Merci beaucoup, merci pour ton écoute. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Comme je le disais, ça sort un petit peu du cadre habituel du podcast, mais je crois que je vais continuer aussi sur cette branche-là. Il y aura toujours des épisodes, comme ça parce que je trouve que c'est intéressant et il faut pas avoir une vision, trop binaire non plus du sport et savoir un peu plus s'élargir et comme je le disais, hein, les TCA, ça touche tout le monde en fait, donc c'était vraiment super intéressant et j'espère que ça va vous plaire. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager autour de vous, à des amis, des proches qui en auraient besoin, qui traverseraient cette situation, difficile. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, Lucille vous répondra aussi dans les commentaires, il y a aucun problème. Yes. Voilà, bah, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur le Run Success Podcast. Portez-vous bien, entraînez-vous bien et puis à bientôt. Salut! Un très très grand merci pour votre écoute. J'espère sincèrement que ce nouveau format de podcast vous aura plu. En effet, les troubles du comportement alimentaire touchent énormément de sportifs. Il me semblait donc indispensable de faire un épisode sur le sujet. N'hésitez pas à me laisser un maximum de commentaires sur YouTube et de me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'encouragera vraiment à continuer à vous proposer du contenu toujours plus qualitatif et inviter toujours des personnes de plus en plus intéressantes dans leur domaine. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur le Run Success Podcast. À bientôt!